Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 1er juin 2026 et notre cher ami, notre frère, le colonel Jacques Baud, est avec nous. Bienvenue à nouveau, mon colonel. Bonjour, et merci de m'avoir à nouveau invité dans votre émission. Merci beaucoup. Colonel, j'aimerais commencer par la situation entre Israël et le Liban, parce qu'on sait que c'est l'un des points centraux des discussions et des messages échangés entre l'Iran et les États-Unis. Il y a quelques instants, on a appris qu'Israël vient d'annoncer que les habitants du sud de Beyrouth, à Dahieh, doivent quitter leur maison parce qu'ils prévoient de bombarder. Ils veulent tout détruire, apparemment. Et en même temps, la frustration vient du conflit qui continue dans le sud du Liban. Israël n'a pas réussi à vaincre ni à contrôler le Hezbollah à cause des drones FPV. Mais le point le plus important, c'est le nord d'Israël. Les colons ne peuvent pas revenir. C'est le principal problème pour Benjamin Netanyahou et son gouvernement. Quelle est votre lecture de la situation? Eh bien, tout d'abord, quand vous dites que les colons ne peuvent pas revenir, c'est en partie vrai. Les colons pouvaient y vivre pendant des années sans aucun problème. Le problème a commencé quand les Israéliens ont commencé à envahir et à occuper le sud du Liban. Et ça, c'était en 1982. Et plus tard, après pas destruction, mais le déplacement, parce que le but de l'invasion de 1982, c'était de détruire l'OLP. Finalement, l'OLP s'est installé en Tunisie et la situation s'est calmée à la frontière nord d'Israël. Pour dire les choses simplement, les colons seraient restés tranquilles si Israël n'attaquait pas sans cesse le sud du Liban. Voilà le premier point. Israël essaie toujours de présenter le Hezbollah et les Libanais comme une entité qui revendique le territoire israélien. C'est faux. Les Palestiniens revendiquent un territoire palestinien qui inclut l'emplacement actuel d'Israël. Mais ça, ce sont les Palestiniens. Le Hezbollah, lui, a une approche complètement différente. Il défend son propre territoire, c'est-à-dire le sud du Liban. Et tant qu'Israël occupera cette zone, le Hezbollah existera et continuera, bien sûr, d'attaquer les postes situés sur le territoire libanais, mais aussi, et surtout, les structures de renseignement électronique et de renseignement d'écoute qui se trouvent juste à la frontière nord d'Israël. Voilà, c'est le premier point qu'il faut bien clarifier. Le deuxième, c'est que comme vous venez de le dire, Israël menace Dahieh. Dahieh, c'est une zone très connue, parce que c'est là qu'en 2014, Israël a mis en place, si l'on peut dire, ce qu'on appelle la doctrine de Dahieh. La doctrine Dahieh, c'est l'usage délibéré de la disproportion pour faire peur aux gens. Et c'est pour ça qu'elle est devenue très connue. L'idée, c'est que dès qu'un incident, même minime, touche les forces israéliennes ou Israël, cela peut déclencher une riposte massive et totalement disproportionnée. En 2014, ils ont complètement détruit cette zone, simplement parce qu'ils avaient été attaqués par des membres du Hezbollah. Et il faut se rappeler que ces attaques avaient été provoquées depuis Israël. Donc en réalité, le Hezbollah agissait en légitime défense. L'attaque menée par Israël contre cette banlieue sud de Beyrouth a donc, à mes yeux en tout cas, une valeur symbolique, en plus de sa dimension humanitaire et humaine. Alors que veulent les Israéliens? C'est très intéressant, parce que jusqu'à présent, les Israéliens ont essayé d'avancer vers le fleuve Litani, dans le sud du Liban. Ils ont atteint le Litani à un endroit où le fleuve est très proche de la frontière entre Israël et le Liban. C'est donc la partie la plus proche. Mais pour le reste du Litani, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour les forces de Tsahal. En tout cas, ils ont bien atteint le fleuve Litani. Mais si on regarde toutes les frappes menées par Israël, elles se déroulent bien plus au nord, loin de cette zone, c'est-à-dire dans le nord du Liban.
Le fait est qu'Israël essaie de faire exactement ce qu'il a fait à Gaza, bombarder des civils de manière disproportionnée. En réalité, ils veulent faire pression sur les Libanais pour qu'ils se débarrassent du Hezbollah. C'est donc une manière de détruire et d'attaquer des civils libanais, des infrastructures médicales et d'autres cibles du même type, dans le but de provoquer une sorte de révolte des Libanais contre le Hezbollah. L'idée, c'est de rendre le Hezbollah responsable des attaques israéliennes. Et d'ailleurs, on retrouve exactement le même procédé en Ukraine et en Russie, avec toutes ces attaques contre des civils. Ces attaques n'ont absolument aucun objectif militaire. Leur seul but, c'est de créer une situation où la responsabilité des frappes est transférée aux Russes, en Russie, ou au Hezbollah au Liban. Voilà, c'est ça l'idée. En réalité, ils font aussi quelque chose qui va à l'encontre du droit international humanitaire. Ils tiennent une population innocente, pour responsable des actions d'un groupe qui a été désigné de manière artificielle et arbitraire comme terroriste. Mais c'est bien ça, justement. C'est exactement ce que les Israéliens ont fait à Gaza. C'est en partie pour cette raison que quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas obtenir de réponse claire du Hamas, ils ont commencé à bombarder la population, en espérant que celle-ci se retournerait contre le Hamas et le tiendrait pour responsable de la situation. Et aujourd'hui, on voit exactement la même stratégie au Liban. Le problème, c'est que là encore, comme à Gaza d'ailleurs, on a des mouvements qui résistent à une occupation. Et tout l'enjeu dans le récit israélien, c'est de rendre cette occupation légitime. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que si on regarde les pays européens, enfin pour les États-Unis, c'est évident. Mais les pays européens, aucun pays, en réalité, n'a condamné l'invasion du Liban. Aucun. Donc du point de vue européen, cette invasion est légitime. Par conséquent, le Hezbollah ne l'est pas, et donc Israël aurait le droit de bombarder la population civile pour la pousser à se retourner contre le Hezbollah. C'est ce genre de raisonnement qu'ont les Israéliens. Et c'est quelque chose qui frappe, enfin, les esprits honnêtes. Mais chose assez étonnante, aucun gouvernement européen n'a réagi à cela, alors que cette stratégie est pourtant bien connue. On l'a déjà vu, comme je vous le disais, en 2013 à Gaza. On l'avait déjà vu avant d'ailleurs, parce que, encore une fois, ce n'est pas complètement nouveau. Cela s'est produit à Gaza bien avant octobre 2023. Il faut que ce soit absolument clair. Ça n'a pas marché, mais cette approche est devenue une stratégie majeure à Gaza. Et maintenant, ils appliquent exactement la même stratégie au Liban, avec le consentement de pays comme la France, l'Allemagne, l'Union européenne, le Royaume-Uni, la Suisse et d'autres encore. Aucun n'a réagi. Aucun. Ça veut donc dire qu'on accepte cette stratégie, qu'on accepte l'idée qu'Israël est un droit sur la partie sud du Liban. Et encore une fois, on se retrouve dans cette sorte de boucle qui existe en réalité depuis 1948. Tout ce qu'on accepte d'Israël nous conduit à une nouvelle violation du droit international. Et aujourd'hui, on en est à une situation où Israël occupe le Golan. Personne, absolument personne, et même Donald Trump a validé cette occupation, alors qu'elle est totalement illégale. Mais aucun pays européen ne met ça dans la balance. L'occupation de la Cisjordanie est illégale, comme l'a jugé la Cour internationale de justice en juillet 2024. Pas un seul pays européen n'a réagi à cette décision. Pas un seul. Et d'ailleurs, l'arrêt de la Cour internationale de justice ne concerne pas seulement la Cisjordanie, mais l'ensemble des territoires palestiniens occupés, c'est-à-dire la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Mais depuis juillet 2024, alors même que la Cour internationale de justice a demandé à tous les pays d'aider Israël à respecter le droit international,
Aucun pays européen n'a appliqué cette décision, ni respecté l'arrêt de la Cour internationale de justice. En fait, les Européens, et encore une fois, je fais bien la différence entre les États-Unis et les Européens. Les États-Unis, pour une raison ou une autre, ont comme stratégie nationale ou comme stratégie de sécurité nationale de soutenir Israël. Très bien, d'accord. Je ne dis pas que c'est juste, mais c'est leur stratégie. Donc, ils agissent en cohérence avec cette stratégie. Les Européens, eux, n'ont pas cette stratégie. Alors pourquoi acceptent-ils cette situation? Vous voyez ce que je veux dire? Je n'absous pas les États-Unis, évidemment, mais au moins, ils ont une ligne cohérente. On peut les critiquer pour ça, et je suis tout à fait d'accord avec ces critiques. Mais au moins, ils sont constants. Les Européens, eux, ne sont même pas cohérents avec ce qu'ils prétendent penser. Ils parlent sans cesse des valeurs européennes, de l'état de droit, du droit international humanitaire. Quand il s'agit de l'Ukraine, chaque événement reçoit une condamnation unanime de l'Europe. Mais quand il s'agit des Arabes, rien. Zéro. Et c'est là qu'on voit le problème. Ce n'est pas seulement de l'hypocrisie, c'est pervers. Parce que ça veut dire que tant que ça concerne les Arabes, les Palestiniens, les Libanais, tout est permis. On peut les massacrer, les détruire, les torturer. Et ça passe. Cela met en évidence, en réalité, l'approche fondamentalement raciste de la politique étrangère de l'Union européenne. Si elle agissait vraiment pour l'humanité, avec un sens des valeurs que personnellement j'attendais de l'Union européenne, alors oui, j'aiderais l'Union à défendre ses valeurs. Mais quelles sont ces valeurs au juste? On ne les définit jamais. Elles changent selon les circonstances. Tout dépend de qui est l'acteur. Quand il s'agit de la Russie, tout est mauvais. Mais quand il s'agit d'Israël, tout va bien. Ce n'est pas la bonne façon de faire. Les valeurs sont les valeurs. Et cette situation me dérange profondément, cette absence totale de réaction européenne. Je suis européen, et c'est justement pour ça que je le dis. Il n'y a absolument aucune réaction de l'Europe face à ces crimes de guerre. Si on regarde les choses du point de vue américain, comme je l'ai déjà dit, la protection et la défense d'Israël font partie de leur stratégie de sécurité nationale. Très bien, mais aujourd'hui, la situation est différente. On est dans un contexte où, à cause du conflit avec l'Iran, la stratégie des États-Unis devrait viser davantage de stabilité dans la région. Probablement aussi à stabiliser le marché du pétrole, à apaiser les relations dans cette partie du monde, y compris entre les États-Unis et leurs partenaires arabes. Dans ce sens-là, je m'attendrais, du point de vue de la stratégie de sécurité nationale des États-Unis, à ce qu'ils interviennent pour empêcher Israël d'aggraver encore la situation. Parce que, comme on l'a déjà évoqué, jusqu'ici, je n'ai présenté que le point de vue israélien dans l'attaque contre le Liban. Mais maintenant, si on prend un peu de recul, l'idée de Netanyahou, c'est d'abord qu'il est opposé à tout accord avec l'Iran. Et comme il n'a pas les moyens d'attaquer directement l'Iran, ou pas assez pour obtenir un résultat concret, il s'en prenne au Liban dans l'espoir que cela fasse échouer tout accord entre l'Iran et les États-Unis. Encore une fois, on est dans une logique belliciste. Rien d'autre. Israël est un pays qui, depuis 1948, vit exclusivement de la guerre. La guerre a été la raison d'être même du pays. Et je dis ça parce que sans la guerre, il n'aurait probablement pas le soutien matériel, militaire, politique ou stratégique des États-Unis. C'est cette insécurité artificiellement créée autour d'Israël qui maintient les Américains dans la région. Et Netanyahou voudrait aller encore plus loin. Ils ne veulent pas seulement le soutien politique ou l'aide en matériel militaire des États-Unis. Ils veulent aussi la présence militaire américaine dans la région. Et c'est pour cette raison qu'Israël a demandé aux États-Unis d'attaquer l'Iran.
Israel asked the US to attack Iran. That's the reason why we have seen all these provocations. C'est pour ça qu'on a vu toutes ces provocations d'Israël pendant la trêve, enfin, ces soi-disant trêves qu'on a eues contre le Liban, parce qu'Israël ne veut pas d'une situation stable autour de sa frontière. C'est ça qui est étrange. J'ai déjà expliqué plusieurs fois sur votre chaîne la différence entre la notion de sécurité nationale ou la politique de sécurité en Suisse et en Israël. Ce sont deux très petits pays entourés de grands États. En Suisse, depuis le début du XXe siècle au moins, on pourrait même remonter au XIXe, la politique de sécurité repose sur la stabilité de son environnement. Et sa diplomatie travaille à entretenir des relations stables et constructives avec ses voisins. C'est ça, le fondement de la politique de sécurité suisse. En Israël, ils sont partis d'un point de vue complètement différent. Ils ont considéré qu'ils étaient entourés de grands pays et que la meilleure façon d'assurer la sécurité d'Israël, c'était de faire en sorte que ces pays soient divisés à l'intérieur, qu'ils se battent entre différentes factions. C'est pour ça qu'Israël a créé, enfin, disons plutôt soutenu, dans une certaine mesure, on peut même dire soutenu, oui, le conflit en Syrie par exemple, mais aussi au Liban. Tout l'antagonisme entre les chrétiens et les Palestiniens dans les années 70 et au début des années 80 a été alimenté par Israël et d'autres situations du même genre. Tout ça a été alimenté par Israël parce qu'ils considéraient que l'instabilité de leurs voisins faisait partie de leur propre sécurité. C'est donc une conception de la politique de sécurité complètement différente de celle de la Suisse. C'est pour ça que ça me choque profondément. Et c'est aussi pour cette raison que je peux dire, en tant que Suisse, qu'Israël n'est clairement pas sur la bonne voie s'il veut durer des siècles. La Suisse existe depuis 700, presque 800 ans. Non, pardon, pas 420, 800 ans, désolé. Et Israël, s'il veut durer aussi longtemps, doit sans doute, à mon avis, changer de vision et adopter une politique qui favorise la stabilité, le dialogue, la négociation et la diplomatie, plutôt qu'une politique fondée sur la confrontation permanente et la création de chaos autour de lui. Colonel, je pense qu'Israël est dans une situation où il ne peut pas vivre sans faire la guerre. La société, si elle cesse d'attaquer d'autres pays, elle s'effondre d'une certaine manière de l'intérieur, parce qu'il faut maintenir tout ce monde uni. Ils doivent, s'il n'y a pas de guerre, que se passerait-il pour Israël aujourd'hui? Qu'est-ce qui maintient toutes ces forces ensemble en Israël et le gouvernement Netanyahou au pouvoir? Parce qu'ils ont, je dirais, cette guerre contre l'Iran, comme on en a parlé tout à l'heure, que Netanyahou voulait depuis si longtemps. Quelle est la raison principale de tout ça? S'il n'y a pas de guerre, peuvent-ils survivre? Il faut faire ici une distinction entre Netanyahou et sa situation personnelle. Sa situation particulière, c'est qu'il est mis en examen et qu'il a besoin de rester au pouvoir pour échapper à la justice. Donc, pour se maintenir, il cherche à provoquer une guerre, en partant de l'idée que si les Israéliens ont le sentiment d'être attaqués de toutes parts, alors bien sûr, cela crée cette impression qu'il faut tous se serrer les coudes face à des ennemis extérieurs, et ainsi de suite. C'est la stratégie de Netanyahou pour lui-même. Mais je ne suis pas sûr que ce soit, même s'il est soutenu dans cette situation, par environ 80% de la population. Supposons qu'on adopte un autre point de vue. Je ne suis pas certain que les Israéliens, en tant que peuple, soient un peuple qui veuille la guerre en permanence. Bien sûr, tant que leurs ennemis sont plus faibles qu'eux, c'est comme ça qu'ils ont vécu depuis 80 ans. Et ça leur convenait, parce que quand les autres sont plus faibles, on peut s'imposer, et ça marche.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des ennemis, je veux dire, Israël a des ennemis, qui sont plus forts qu'eux et sans doute plus déterminés à réagir. Et ça change complètement l'équation. Et encore une fois, si on met Netanyahou de côté, si on prend un peu de recul et qu'on regarde Israël comme pays, comme nation, pourquoi la paix poserait-elle problème à Israël? En soi, non. Bien sûr, cela impliquerait d'abandonner l'idée du grand Israël, l'Eretz Israël, qui prône une expansion du territoire israélien. Carl, est-ce qu'on sait, pardon de t'interrompre, est-ce qu'on sait combien de ces personnes qui soutiennent le génocide israélien à Gaza soutiennent aussi le projet du Grand Israël? Combien exactement? On a des juifs ashkénazes, des juifs mizrahim, des juifs séfarades, si je ne me trompe pas. Séfarades, ou quelque chose comme ça. Les séfarades. Les séfarades, ce sont ces personnes qui venaient à l'origine d'Espagne, puis qui ont été expulsées en 1492 et se sont dispersées autour de la Méditerranée. En 1948-49, et dans les années qui ont suivi, ils sont arrivés en Israël. Voilà, ce sont les séfarades. Les juifs ashkénazes, eux, sont la majorité des juifs en Israël. Ils n'ont rien à voir avec la Palestine. Zéro. La majorité des personnes qui dirigent le gouvernement, ou la majorité des gens dans tout Israël. La majorité des gens dans tout Israël. Vous savez, quand les Israéliens disent « Eh bien, nous étions ici il y a 2000 ans », c'est faux. En fait, ceux qui peuvent vraiment revendiquer cette idée des 2000 ans, ce sont les Mizraïm. Ce sont les Israéliens, les Juifs, qui vivaient là il y a 2000 ans. Et c'est une toute petite minorité. D'ailleurs, ils vivaient avec les Palestiniens. Les Palestiniens, eux, sont en Palestine depuis encore plus longtemps que les Mizrahim, en réalité. Tu veux dire que les Juifs Mizrahim viennent d'Irak? Les Mizrahi, bon, l'histoire avec l'Irak est différente. Parce que tu sais, les Juifs ont émigré à Bagdad pendant des décennies, puis ils sont revenus en Israël. Mais ça, c'était il y a 2000 ans. Enfin, encore une fois, je ne veux pas entrer dans les détails, je ne suis pas historien non plus, mais c'est important. Les Juifs vivaient dans cette région, c'était une toute petite minorité, mais ils y vivaient. Et puis, l'islam est arrivé, au 7e et au 8e siècle, et beaucoup de Juifs sont devenus musulmans. Donc ce sont des Juifs arabes alors? Ce sont des Juifs arabes ou des musulmans. Enfin, je veux dire, ils n'étaient plus vraiment des Juifs, mais des habitants de la région. Vous savez, tous ont les mêmes racines. Ce sont tous des peuples sémitiques. Quand on dit antisémite, on pense souvent que c'est contre les Juifs. Mais en réalité, les Palestiniens, les Juifs, enfin les Juifs israéliens, sont des peuples sémitiques. Ces populations viennent d'une région qui, à l'époque, n'avait pas vraiment de frontières. C'est la zone entre la Syrie, le Liban, la Jordanie et une partie de l'Égypte. Tout cela formait une même civilisation, une même société, une même nation, divisée en tribus et en groupes de ce genre. Mais les Mizrahim, en gros comme les Palestiniens, étaient les habitants originels, si je peux dire. Les Ashkénazes, eux, ne font pas partie des habitants d'origine d'Israël. Les Ashkénazes viennent d'une région située en Europe centrale. En gros, ce sont les pays qu'on appellerait aujourd'hui l'Ukraine, la Biélorussie, la Pologne, la République tchèque et une partie de la Hongrie. Donc c'est cette zone-là, disons même si ça s'est un peu élargi plus tard. À l'origine, c'était vraiment centré sur cette région. En fait, ces populations se trouvaient coincées entre l'Empire russe orthodoxe et l'Empire ottoman, pour le dire simplement. Et vers l'an 700, 750 à peu près, je ne suis pas historien donc je peux me tromper sur les dates, mais autour de 750, le roi de cette région
a décidé, pour échapper à la pression des orthodoxes au nord et des ottomans, des musulmans au sud, de convertir toute la population au judaïsme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tous ces dirigeants. Prenez Netanyahou, Smotrich, Ben-Gvir, tous ces gens, Shimon Peres, Golda Meir, Ben-Gurion, ils viennent tous de la même région, quelque part entre l'Ukraine. Par exemple, Golda Meir est né à Odessa, donc en Ukraine. Ben-Gurion, lui, était polonais. Et je crois que Netanyahou, à l'origine, vient de Biélorussie. Donc ces personnes n'ont rien à voir avec les peuples sémitiques de la Bible. Rien du tout. C'est quelque chose de complètement différent. Ils ont une origine totalement distincte. Ils se sont convertis au judaïsme pour des raisons politiques, au 8e siècle. Et c'est tout. Aujourd'hui, ils prétendent être les propriétaires de ce territoire. Mais en réalité, ils ne font pas partie de ces fils ou de ces descendants d'Abraham à qui il avait été donné. Ce ne sont même pas, en vérité, le peuple choisi. C'est ça qui est intéressant dans cette situation. Et aujourd'hui, presque 80% de la population israélienne vient en fait d'Europe centrale ou de Russie. Je crois même que le russe est peut-être la deuxième langue la plus parlée en Israël. Donc cette idée, selon laquelle cette partie du monde leur appartiendrait depuis 2000 ans, c'est une sorte de fantasme historique, disons-le comme ça. Et même sur le plan biblique, ils n'en faisaient pas partie. Ils sont arrivés bien plus tard. Donc dans une certaine mesure, ils ne font pas partie de cet héritage. Mais cela explique aussi, en partie, leur comportement. Vous savez, quand on se rend compte du nombre de personnes qui soutiennent le projet du Grand Israël, qui est en fait l'objectif principal. Eh bien, vous savez, le Grand Israël, d'abord, vous avez une définition différente du Grand Israël. Disons les choses simplement. Le Grand Israël, je ne sais pas si j'ai ça ici, peut-être que je peux vous l'expliquer. Oui, j'ai un document, je peux vous le montrer. Voilà, c'est un tract de la première Haganah. Regardez, c'est un tract de la Haganah. Et ici, vous voyez le Grand Israël qui fait partie de l'idéologie de Netanyahou. Si vous regardez le logo, vous voyez Israël ici, dans cette partie, et la Jordanie à droite du fusil. C'est très important parce que le mouvement dont Netanyahou est issu, c'est un mouvement créé à la fin des années 1920 par Jabotinsky. Jabotinsky était russe, ou peut-être même ukrainien, je crois. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle le mouvement sioniste révisionniste. Et pourquoi révisionniste? Parce qu'au début des années 20, quand les Britanniques ont reçu le mandat pour administrer la Palestine, ils ont décidé, même si légalement ils n'auraient pas dû le faire, mais ils l'ont fait quand même, de donner la partie de la Palestine qu'on appelait alors la Transjordanie, qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, aux Hachémites. Les Hachémites, c'était une tribu qui avait été expulsée d'Arabie Saoudite. Ils étaient responsables de la garde des lieux saints musulmans, comme Médine et la Mecque. Et après un conflit qui a éclaté au début des années 20, la famille Saoud est devenue la gardienne de ces lieux saints, et les Hachémites ont été chassés d'Arabie Saoudite. Et ils n'avaient nulle part où s'installer. Les Britanniques ont donc décidé de leur donner la Transjordanie. Mais en offrant cette partie de la Palestine aux Hachémites, les Britanniques ont en fait coupé la Palestine en deux. Et Jabotinsky, avec ses partisans, qui d'ailleurs étaient soutenus dans les années 30 par Mussolini, avait même une base militaire à Civitavecchia. Donc vous voyez, ils étaient très proches du mouvement fasciste. Et en créant ce mouvement révisionniste, leur idée, c'était de forcer les Britanniques à revoir leur décision de donner la Transjordanie aux Hachémites pour garder la Palestine comme un ensemble complet. Ce mouvement a ensuite évolué. Il s'est implanté en Palestine
et est devenu l'un des plus virulents combattants contre les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Contre les Britanniques, vous vous souvenez? Je ne veux pas vous dire avec qui ils étaient alliés, mais ils combattaient les Britanniques. Et le Likoud, la faction actuelle du Likoud, dirigée aujourd'hui par Netanyahou, vient de ce mouvement. Ça veut dire que pour eux, le Grand Israël, ce serait l'Israël actuel avec la Jordanie. C'est leur vision, annexer le territoire de la Jordanie actuelle. C'est, disons, une interprétation possible du mot « grand » ou de l'expression « Grand Israël ». Mais aujourd'hui, ils savent qu'ils ne peuvent pas annexer la Jordanie. Donc, ils veulent annexer tout ce qui est à leur portée. Et c'est pour ça que l'annexion des territoires palestiniens, du Golan et de la partie sud du Liban fait partie de la définition actuelle du Grand Israël. C'est bien ça, l'idée. Si on se réfère à la définition biblique du Grand Israël, on parle alors de quelque chose de tout à fait différent. Je ne sais pas si je l'ai ici. Non, probablement pas. Je ne peux pas vous le montrer maintenant. Mes paramètres ne le permettent pas à ce stade. Mais je pourrais sans doute vous montrer la carte une autre fois. Selon certains rabbins, la définition biblique du Grand Israël irait du fleuve Nil, donc une partie de l'Égypte, jusqu'à l'Euphrate, en Irak. À noter qu'aujourd'hui, on a tendance à présenter la lutte contre l'Iran comme faisant partie du combat d'Israël pour le Grand Israël. Pour ma part, je ne partage pas cette opinion, même si la question peut se discuter, car l'Iran n'a jamais fait partie du Grand Israël, même selon la définition biblique. La définition biblique va du Nil à l'Euphrate. Mais encore une fois, il y a sans doute différentes interprétations à ce sujet, et je ne suis pas assez expert pour en débattre en détail. En revanche, la réalité, c'est que, de façon réaliste, avec les données dont on dispose aujourd'hui, disons dans la situation actuelle, on peut dire que tous les territoires annexés illégalement, je le souligne, illégalement, par Israël depuis 1948, représentent ce petit Grand Israël, si on veut. L'idéologie de Netanyahou, elle, considère que la Jordanie devrait aussi faire partie de ce Grand Israël. Voilà le cadre actuel, je dirais, pour que ce soit bien clair. Et aujourd'hui, une grande partie de la population, issue notamment des Ashkénazes, ce sont en fait ces sionistes qui soutiennent Netanyahou. La politique de Netanyahou bénéficie d'environ 80 à 82% de soutien. That's given by the polls done in Israel. So that's the reality as we have it. Voilà la réalité telle qu'elle est. Mais encore une fois, c'est aussi lié au fait que Netanyahou ne peut survivre que dans une situation où son pays est en guerre. Si nous avions un autre dirigeant à la place de Netanyahou, je suppose que ces gens soutiendraient sans doute une autre politique. C'est, encore une fois, mon hypothèse. Et je suis convaincu que si nous avions un nouveau dirigeant raisonnable, qui n'ait pas besoin de la guerre pour survivre politiquement, nous pourrions probablement avoir quelque chose de plus pacifique, un Israël plus stable. Je ne suis pas certain qu'Israël, en tant que population, la population elle-même, ait besoin de la guerre pour survivre en tant que nation. Je n'en suis pas sûr. La guerre est certainement nécessaire à la survie politique de Netanyahou, ça c'est certain. Mais je ne crois pas que ce soit perçu comme une nécessité pour la survie du peuple israélien. Je n'en suis pas sûr. Encore une fois, c'est discutable, on peut en débattre. Mais je pense que le vrai point central, le cœur du problème, le centre de gravité, pour reprendre le terme de Clausewitz, en termes stratégiques, c'est Netanyahou. Il est, à mes yeux, le centre de tous les problèmes d'Israël. Et si Netanyahou disparaissait, cela résoudrait probablement tous les problèmes israéliens. C'est donc mon opinion personnelle. Et je suis convaincu que si nous avions un autre dirigeant
il y aurait une chance qu'Israël puisse, et j'espère d'ailleurs que ce qu'on voit aujourd'hui, parce que les sondages montrent qu'en ce moment, Israël et récemment, il y a eu la publication de l'indice de perception de la démocratie, une étude sur la perception des différents pays dans le monde. Et parmi eux, il y a Israël. Et maintenant, on voit que, dans la dernière édition de l'indice de perception de la démocratie, Israël est le pays le plus détesté au monde, en valeur absolue. Et j'espère que les Israéliens en prennent conscience. On voit d'ailleurs de plus en plus de vidéos virales où l'on voit des touristes israéliens en Espagne, en Italie ou ailleurs se faire expulser de restaurants ou d'endroits comme ça parce que le propriétaire dit « Je ne veux pas de clients qui approuvent un génocide ». Ce genre de choses arrive. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Mais j'espère, même si ce n'est qu'un espoir, avec toutes les faiblesses que ce mot peut avoir. Mais j'espère que cela aidera les Israéliens à prendre conscience de ce qu'ils font et à comprendre que ce qu'ils font, même s'ils le jugent juste, légitime et conforme à la loi, n'est pas accepté par le reste du monde. En ce sens, je trouve que ce qui se passe est triste. Mais si les Israéliens sont assez intelligents, ils devraient comprendre la leçon et s'en servir pour changer leur direction et leur politique. Je suis convaincu qu'Israël aurait pu connaître une existence très prospère s'il avait respecté la loi, le droit international, depuis 1948. Et je suis tout aussi convaincu qu'Israël ne survivra pas comme État, comme société, comme nation, s'il continue sans cesse à violer le droit international, à se comporter comme un voyou, il n'y a pas d'autre mot, en acceptant, en légalisant la torture des prisonniers, le meurtre d'enfants, la destruction d'infrastructures médicales. Tant qu'Israël agit ainsi, je ne peux pas prédire un avenir très long pour ce pays. Et je pense que c'est la leçon qu'ils devraient tirer. Comprendre qu'il y a sans doute quelque chose dans leur comportement officiel qui doit changer pour être mieux accepté dans le monde, mais aussi dans leur propre région. Parce que, comme je l'ai expliqué, le Hezbollah n'a aucune revendication sur Israël. Ils ne veulent pas installer leur capitale à Jérusalem, à Tel Aviv ou ailleurs. Ils veulent simplement que les Israéliens se retirent de leurs frontières. C'est la même chose pour les Syriens sur le Golan. Ils ne revendiquent pas Israël comme leur territoire. Ils ne veulent pas non plus avoir leur capitale à Jérusalem. Ils sont très bien avec Damas. Mais Damas, c'est leur capitale, pas Jérusalem. Et c'est pour ça que le Golan doit revenir à la Syrie tel qu'il est. Les Nations Unies l'ont décidé. C'est la même chose pour les Palestiniens. Ils étaient là avant les Israéliens. Officiellement, sous tous les angles possibles, ils étaient là avant, dans un État qui portait le nom de Palestine. Regardez, j'ai un autre document ici. On peut lire « Gouvernement de Palestine ». Je vous le montre. Voilà, « Gouvernement de Palestine ». Donc c'était bien un État. Ce document date d'avril 1945, le gouvernement de Palestine. C'était un État avant Israël. Le droit de ces peuples qui ont été dépossédés de leur territoire doit être reconnu. Et cette partie-là, je pense, c'est la situation qu'on connaît au Moyen-Orient depuis octobre 2023. En réalité, ce n'est qu'une prolongation de ce qu'on a vu au cours des 80 dernières années. Et ici, on voit très clairement le but de cette opération, l'opération palestinienne d'octobre 2023, qui visait précisément à attirer l'attention du monde sur une situation déjà existante. Et ils y sont parvenus. Les Palestiniens y sont parvenus. Ils ont subi énormément de pertes, beaucoup de victimes, beaucoup de morts, de nombreux enfants ont été tués, beaucoup de personnes torturées. Mais tout cela n'a fait que renforcer exactement le point que voulaient démontrer les Palestiniens.
exactly the point of the Palestinians. They wanted to raise the attention of the world on their Ils voulaient situation. attirer l'attention du monde sur leur situation. Et ça a complètement marché. Le problème, c'est qu'Israël a été entraîné dans ce cycle de violence et qu'en réalité, ils n'ont pas su s'empêcher d'y répondre par la violence. Après Gaza, ils ont voulu s'occuper de la Cisjordanie, puis du Liban, et ainsi de suite. Parce que, malheureusement, c'est la triste réalité. Le régime israélien a besoin de la guerre pour survivre. Mais encore une fois, je parle du régime, pas d'Israël. Enfin, je l'espère. Et c'est ça que les Israéliens doivent comprendre. C'est aussi ce que le monde a fini par comprendre. Ce qui s'est passé en octobre 2023 n'était pas le début d'une guerre, mais juste une petite partie d'un conflit qui a commencé il y a bien longtemps. A small part of a war that started long ago. And it was a war that Israel has Et c'était une guerre qu'Israël a déclarée non seulement contre les Palestiniens, mais aussi contre le droit international. Ce système de droit international mis en place en 1945, avec la création des Nations Unies, le tribunal de Nuremberg et tout ce qui en découle. C'est exactement contre cela qu'Israël se bat aujourd'hui. Et maintenant, il faut une réponse collective. Je ne suis pas sûr que nous, notre diplomatie, et en particulier les pays européens, soyons à la hauteur. Même les États-Unis. Mais c'est sans doute un cas un peu différent, parce que le soutien américain à Israël a aussi une dimension religieuse très marquée, et ça donne une autre couleur à tout cet appui. C'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment avec l'Europe. Et c'est là, selon moi, que se trouve l'échec de l'Europe dans cette situation. Les pays européens, qui sont des partenaires économiques, culturels et commerciaux importants d'Israël, pourraient utiliser leur influence pour aider la société israélienne à comprendre cette situation, à comprendre qu'Israël ne peut survivre que s'il respecte le droit international. Et c'est très regrettable, de la part des Européens, qu'ils n'osent pas aborder cette question. Et bien sûr, il y a tous ces pays qui ont été activement impliqués dans la Shoah pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment l'Allemagne et la France en particulier, parce qu'ils ont été les plus actifs à promouvoir la Shoah à cette époque. Les autres pays, comme on le voit, l'Espagne, l'Italie, sont plus critiques envers Israël. Ceux qui ne le font pas, ce sont ceux qui se sentent coupables. C'est pour ça qu'ils n'osent pas parler franchement à Israël. Mais s'ils comprenaient vraiment ce qui est en jeu, s'ils cherchaient à comprendre, à éduquer ou à essayer d'éduquer les Israéliens à respecter le droit international, eh bien ça aiderait à la survie d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne le font pas du tout. Je dirais même, de façon provocatrice, qu'ils étaient antisémites pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'ils le sont encore aujourd'hui. Parce que tout ce qu'ils font, c'est aider Israël à continuer d'être détesté. Ils ne cherchent pas à empêcher cette haine. Parce que comme je l'ai souvent dit, je pense qu'on n'est plus dans cette idée d'antisémitisme, dans la définition traditionnelle du mot. L'antisémitisme, au fond, c'est être antisémitique. Et comme je l'ai déjà dit, les Palestiniens sont sémites, et les Israéliens le sont aussi. Palestinians are Semitic and Israelis are Semitic. Anti-Semitic theoretically. Théoriquement, le terme antisémite devrait aussi s'appliquer aux Palestiniens, pas seulement aux Israéliens. Dans ce sens-là, les Européens sont antisémites, à 100%. Mais admettons que l'antisémitisme ne concerne que les Juifs, comme on l'entend généralement. L'antisémitisme, c'est une forme de racisme qui vise les gens à cause de ce qu'ils sont, pas à cause de ce qu'ils font. Si vous êtes noir, de couleur, juif, hindou, chrétien, peu importe. C'est ce que vous êtes. Le racisme s'en prend à ce que vous êtes, pas à ce que vous faites. Et, selon ma compréhension personnelle des formes actuelles, disons, d'antisémitisme, je ne suis pas sûr que les gens détestent les Israéliens parce qu'ils sont juifs. Ils les détestent à cause de ce qu'ils font.
Ils détestent les Israéliens à cause de leur comportement, pas parce qu'ils sont juifs. Et je pense que personne, enfin, il y a sans doute des gens qui détestent d'autres personnes simplement parce qu'elles sont juives, ou simplement parce qu'elles sont musulmanes. Ça existe, bien sûr. Mais quand on parle de la montée de l'antisémitisme qu'on a observé, surtout après octobre 2023, ce n'est pas lié au fait que les Israéliens soient juifs. C'est lié au fait que les Israéliens se comportent mal. Alors je ne dis pas que si les Israéliens se comportaient mieux, l'antisémitisme disparaîtrait complètement. Mais au moins, on éliminerait cette partie de ce qu'on appelle l'antisémitisme, qui en réalité est de l'antisionisme. Parce que le sionisme, ce n'est pas ce que vous êtes. Le sionisme, c'est une doctrine politique. C'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est une forme de nationalisme juif, si vous voulez. C'est sans doute la meilleure façon de le dire, comme l'islamisme est une doctrine nationaliste pour l'islam, pour les musulmans. Donc, le nationalisme musulman, c'est l'islamisme. Et le nationalisme juif, c'est le sionisme. On peut simplifier les choses comme ça. C'est un peu plus complexe, parce qu'il existe aussi un sionisme chrétien. Alors, si vous êtes antisioniste, est-ce que vous êtes contre le sionisme juif ou contre le sionisme chrétien? Vous voyez, il y a des gens comme Joe Biden, par exemple. Il a lui-même dit qu'il était un sioniste chrétien. Donc, quand on est antisioniste, est-ce qu'on est antisémite? Non, on est antisioniste. En gros, ça veut dire que vous êtes contre une doctrine. Vous êtes contre une posture politique. C'est ça, la logique derrière tout ça. C'est pour cette raison que je pense que confondre l'antisionisme et l'antijudaïsme, c'est complètement faux. Ce sont deux choses différentes. L'antisémitisme, c'est être contre des personnes à cause de ce qu'elles sont. L'antisionisme, lui, concerne une doctrine, celle qui est portée ou utilisée par le gouvernement israélien. Et encore une fois, tout est lié au comportement d'Israël, pas à ce qu'ils sont. Bien sûr, certains diront qu'ils sont brutaux, c'est vrai, et là-dessus, on peut en discuter. Mais pour rester aussi objectif que possible, l'antisémitisme aujourd'hui est davantage lié au comportement d'Israël qu'au simple fait du judaïsme. Et encore une fois, vous pouvez définir les Palestiniens comme vous le voulez, même comme des terroristes si vous le souhaitez, mais la loi reste la loi. Ce n'est pas parce qu'on qualifie quelqu'un de terroriste qu'on peut devenir un tortionnaire ou commettre ce genre d'acte. On a cette tendance en Occident, mais une tendance qui vient d'ailleurs d'Israël. Les États-Unis l'ont reprise d'Israël, puis les Européens l'ont adoptée à leur tour des Américains pour définir des gens comme terroristes. Et à partir de là, on se permet de tout faire. On peut tuer des populations, on peut tuer des civils, on peut les bombarder, on peut tout faire, on peut utiliser la torture, on peut employer n'importe quel moyen, tant que les gens sont qualifiés de terroristes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a tendance à définir qui est terroriste. Et c'est intéressant, parce que par exemple, les pays occidentaux comme la France ont décidé que les gardiens de la révolution en Iran, les IRGC, était une organisation terroriste, parce que ça permet de tout faire. À partir de là, on peut faire ce qu'on veut. Et maintenant, l'Iran, de son côté, a défini les forces armées françaises comme une organisation terroriste aussi. Ce qui veut dire qu'en théorie, un soldat français pourrait être considéré comme un terroriste. Et le mot terroriste n'a en réalité aucune valeur internationale. Ça dépend du pays qui décide. Et c'est pour ça que personnellement, je trouve que ces jeux-là sont absurdes. Parce qu'en réalité, on ne sait pas. Personne ne peut dire exactement ce qu'est un terroriste. Aujourd'hui, par exemple, le gouvernement allemand considère le Hezbollah ou les Palestiniens comme des terroristes. Et en fait, ce même gouvernement fait aujourd'hui exactement ce qu'il faisait pendant la Seconde Guerre mondiale contre mon oncle.
Mon oncle était résistant en France. On le considérait comme un terroriste. Et aujourd'hui, le gouvernement allemand garde exactement la même définition. Si vous êtes résistant, vous êtes terroriste. Ça montre bien toutes les contradictions de ces mots. On devrait se débarrasser de tout ça. Nous devrions recommencer à faire la guerre comme on la faisait autrefois, avec honneur, avec discipline et selon le droit de la guerre, qu'on appelle aujourd'hui le droit international humanitaire, conformément à la Convention de Genève et à tout ce qui en découle. Cela devrait s'appliquer à toutes les parties, à toutes les armées, à toutes les forces armées, américaines, israéliennes, européennes. Tout le monde devrait s'y conformer. On l'a bien vu lors de l'échange de prisonniers qui a eu lieu entre le Hamas, ou plutôt les Palestiniens, parce qu'il ne s'agissait pas seulement du Hamas, et les Israéliens en 2024 et 2025. On a constaté que les Israéliens détenus par les Palestiniens avaient été correctement traités, alors que les Palestiniens détenus par les Israéliens, eux, avaient été maltraités. Ils étaient malades, ils avaient subi des blessures pendant leur détention, ils avaient souffert de malnutrition et tout ça. Rien de tel du côté des Israéliens détenus par les Palestiniens. Au contraire, ils étaient bien nourris, même s'il y avait évidemment une pénurie alimentaire provoquée par Israël d'ailleurs. Ces prisonniers ont toujours eu de quoi manger. Ils ont été correctement traités. Les Palestiniens les ont protégés, contrairement à ce qui s'est passé de l'autre côté. Donc, on voit bien qu'on peut traiter les Palestiniens de terroristes, mais on constate qu'ils se comportent mieux que les Israéliens. Et je pense que ça montre où se trouve le vrai sens de l'honneur. À titre personnel, je pense que les Palestiniens vont probablement subir beaucoup plus de pertes, beaucoup plus de morts que les Israéliens. Mais eux, ils se battent avec honneur. Les Israéliens, eux, vont sans doute tuer plus de gens, mais ils ne se battent pas avec honneur. Et pour une armée, ça me paraît extrêmement important. La manière dont on gagne, la manière dont on perd, c'est tout aussi essentiel. On peut perdre avec honneur et gagner sans honneur. C'est exactement ce qu'on voit dans le sud du Liban et ce qu'on voit en Palestine. Et ça, à mes yeux, c'est très inquiétant, parce qu'au fond, les Israéliens, ce sont des Européens. Et on voit bien que les Européens se comportent exactement comme les Israéliens. Ils ne les condamnent jamais. Ils agissent de la même façon. Leurs soi-disant valeurs ne sont plus vraiment des valeurs. Ce ne sont plus que des alibis politiques pour faire ou ne pas faire certaines choses. Et c'est tout. Carole, avant de conclure, tu as mentionné quelque chose à propos de Benjamin Netanyahou. Je pense qu'il est vraiment important. Israël en tant que pays, comme tu viens de le dire. Le problème, ce n'est pas Benjamin Netanyahou en lui-même. Il y a beaucoup de gens en Israël qui pensent que leur survie, la survie d'Israël, dépend de guerres permanentes. L'un d'eux, c'est Jonathan Pollard, un espion israélien accueilli en héros par le gouvernement Netanyahou. Et voici ce qu'a dit Anna Tapsapia pour le Sens McGave. Nous ne réfléchissons pas de façon géostratégique. Oubliez Jolani, oubliez Donald Trump. Ce qui m'inquiète avant tout, c'est le sort de nos frères druzes de l'autre côté de la frontière. Mais ensuite, si Jolani et ses islamistes reprennent réellement cette zone, nous aurons les Turcs directement à notre frontière. On finira par le faire. On y viendra, tôt ou tard. Et je ne suis pas sûr du tout que ce sera aussi simple avec les Turcs que ça l'a été avec les Iraniens. Je suis de près la doctrine militaire turque, et la tempête arrive au Moyen-Orient. La tempête arrive, oui bien sûr. Et ils sont membres de l'OTAN, et pire encore, ils sont membres de l'OTAN. Donc je considère l'Iran comme un problème qu'on doit absolument régler. Et je vais expliquer ce que je veux dire par là.
Gaza, c'est pareil, et le Hezbollah aussi. Pourquoi? Pourquoi je suis obsédé par ça en ce moment? Parce qu'il faut qu'on soit prêt pour la prochaine guerre, qui sera probablement contre la Turquie et l'Égypte. J'espère que non, moi aussi. Mais souvenez-vous, c'était le dernier démon sorti de la boîte de Pandore. Et ce n'est pas un hasard. Carole, 2 points. D'abord, il a dit qu'on allait... Enfin, que j'allais parler de cette situation avec l'Iran. Et puis, dans l'autre partie, quand il a été question de l'Iran, il a mentionné qu'il pouvait utiliser l'arme nucléaire contre l'Iran. Et il a justifié ça. Vas-y. Bon, d'abord, il faut comprendre qui est Jonathan Pollard. C'était un membre de la communauté du renseignement américain. Il n'était pas juif d'ailleurs. Et il a tenté de trahir les États-Unis en transmettant des documents sensibles, voire secrets, au service de renseignement israélien dans les années 70 et 80. Il a fini par être identifié, arrêté, puis condamné à la prison à vie, parce qu'en réalité, c'était un traître. Point final. Et il a agi seul. Ce n'était pas un espion à proprement parler, juste un type qui a livré des secrets commerciaux au renseignement israélien. Il s'est converti au judaïsme, en détention d'ailleurs. Donc il n'était pas juif avant, il l'est devenu. Et une partie de l'idée de cette conversion, c'était de permettre à Israël de demander aux États-Unis de le libérer. En fait, Benjamin Netanyahou, depuis le début des années 90, a systématiquement demandé son extradition vers Israël. Et tous les présidents des États-Unis ont refusé. Bush, Obama, tous. Le seul qui a accepté, c'est Donald Trump pendant son premier mandat. Finalement, Jonathan Pollard a été libéré et extradé vers Israël. Donc oui, c'est un extrémiste, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, tout le problème. Et bien sûr, il y a sans doute beaucoup de gens qui pensent comme lui. C'est justement pour ça que je parlais tout à l'heure de cette idée d'éduquer les Israéliens autrement. Parce qu'il est typique de cette doctrine dont je parlais avant. Il considère la sécurité d'Israël comme une sécurité par la confrontation, une sécurité fondée sur le chaos à l'extérieur. Il ne cherche même pas, et si vous l'écoutez, il ne cherche même pas à avoir de bonnes relations avec la Turquie. Il considère que c'est une évidence, presque une volonté divine, que la Turquie les déteste, que l'Iran les déteste, que tout le monde déteste Israël. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas un fait établi que les gens détestent Israël. Les gens détestent Israël parce qu'Israël s'est mal comporté. Souvenez-vous que dans les années 90, la Turquie était probablement l'un des principaux alliés d'Israël. Dans les années 80, l'Iran était aussi l'un de ses grands alliés. C'est donc Israël qui a créé une situation où ces pays sont devenus des ennemis. En réalité, ces pays n'ont fondamentalement rien contre Israël. Encore une fois, cela fait partie de cette vision d'Israël qui, en tant que Suisse, me dérange, parce que je pense que, surtout pour un petit pays, croire que sa sécurité peut être renforcée en faisant la guerre à des gens plus puissants que soi, c'est absurde. Si vous êtes dans une situation comme celle d'Israël ou de la Suisse, la meilleure façon de gérer vos voisins, c'est d'essayer d'entretenir de bonnes relations. Eux, ils n'ont jamais essayé. Ils ne l'ont jamais fait. Et même quand ils avaient de bonnes relations, ils ont quand même réussi à les bombarder, à tuer des personnes qu'ils n'aimaient pas, des choses comme ça, au lieu de coopérer avec eux. C'est pareil avec l'Égypte, et d'autres cas du même genre. Vous savez, Israël est un pays qui part du principe que les gens les détestent, point final. Et donc ils pensent devoir se battre contre le reste du monde. Mais ce n'est pas la réalité. Et encore une fois, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de cette idée d'aider les Israéliens à comprendre que ce n'est pas le cas.
Mais c'est très difficile, parce que, même chez nous, les Israéliens ont ce sentiment que tout le monde est contre eux. Mais c'est pas vrai. Je suis sûr que beaucoup de gens n'ont aucun problème avec les Juifs, sauf quand ils se comportent mal. Et c'est exactement ce qui se passe. Je veux dire, les Européens, après la Seconde Guerre mondiale, étaient très favorables à Israël dans son ensemble, et ils soutenaient Israël. Je m'en souviens, j'étais très jeune, mais pendant la guerre de 67 puis celle de 73, il y avait un immense soutien en Europe pour Israël. Même si en réalité, en 67, c'est Israël qui a attaqué tout le monde. En 73, c'était l'Égypte qui essayait de récupérer ce qu'Israël lui avait pris. Donc c'était un peu la réponse à 67. Mais le soutien à Israël était énorme. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. 50 ans plus tard, les gens détestent Israël. Parce que, entre-temps, on a vu ce qui s'est passé. Même si, dans les années 80, il y avait sans doute les mêmes problèmes, c'était à une échelle plus réduite, en Palestine et tout ça. Et bien sûr, il y a eu les accords d'Oslo et d'autres initiatives du même genre. Ça n'a pas vraiment abouti à quelque chose de concret, mais au moins, il y avait un dialogue. Il y avait un vrai dialogue, et le gouvernement israélien de l'époque était prêt à discuter. Aujourd'hui, plus personne n'est prêt à dialoguer. On assiste à une sorte de polarisation des esprits, des deux côtés. Le pays est devenu de plus en plus extrémiste. Et je me souviens, au début des années 90, en Suisse, dans l'administration, quand Israël a décidé de légaliser la torture, ça a provoqué un tollé dans l'armée suisse. Les gens disaient, mais pourquoi continuons-nous à parler avec ces gens-là? Je veux dire, on ne parle pas de gens qui légalisent la torture. C'est justement contre ça que la Suisse s'est battue. Alors pourquoi est-ce qu'on l'accepte de la part d'Israël? Et depuis, la situation est devenue encore pire. Et bien sûr, ce sont ces 30 dernières années où Netanyahou a été presque constamment au pouvoir. L'idéologie qu'il porte, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ce sionisme révisionniste, sans doute la forme la plus extrême du sionisme, nuit en réalité à Israël. Et ça, à mon avis, les Israéliens eux-mêmes doivent le comprendre, pour pouvoir ajuster leur comportement et réaliser que le gouvernement qu'ils ont ne les protège pas. Il crée au contraire plus de raisons pour le reste du monde de les attaquer. Aujourd'hui, certains pays européens, comme l'Espagne par exemple, ne livrent plus d'armes à Israël. Et beaucoup d'autres pays ont pris des décisions similaires. Donc, la politique actuelle d'Israël lui porte en réalité préjudice. Il garde encore un fort soutien aux États-Unis, bien sûr. Mais même là-bas, malgré un appui très solide à Israël, et malgré des figures comme Lindsey Graham et d'autres, qui continueront à soutenir Israël quoi qu'il fasse, la situation évolue. La population américaine change et le paysage politique aussi. Il y a toujours ces extrémistes, comme je l'ai dit, mais beaucoup de gens, y compris au sein même de l'establishment politique, commencent à remettre en question leur relation avec Israël, tant qu'Israël agit comme il le fait aujourd'hui. Encore une fois, tout est lié au comportement d'Israël. Et je pense qu'il serait vraiment utile d'expliquer cela aux Israéliens et de s'assurer qu'ils comprennent que pour améliorer leur sécurité, il faut changer d'approche. Je le répète, avec une telle doctrine, avec une telle conception de la sécurité, Israël ne pourra pas survivre en tant qu'État. Ils ne peuvent survivre que s'ils comprennent qu'une politique de sécurité repose, quel que soit le pays, sur deux piliers, la diplomatie, la politique étrangère et l'armée. Mais d'abord, il faut utiliser la diplomatie. D'abord, il faut engager le dialogue. On n'a pas beaucoup parlé de l'Iran, mais si on regarde ce qui est vraiment en jeu entre Israël et l'Iran, eh bien en réalité, il n'y a rien. C'est vide. Israël affirme que l'Iran possède l'arme nucléaire, mais l'Iran dit « nous n'en avons pas et nous n'avons aucune intention d'en avoir ».
none, and we have no intention to have some. You don't have territorial claims. You have nothing from. Et vous n'avez pas de revendication territoriale. Vous n'avez rien à gagner de l'Iran. Alors pourquoi l'Iran attaquerait-il Israël? L'intérêt pour Israël d'attaquer l'Iran, c'est évidemment d'avoir les États-Unis sur le terrain. C'est tout l'enjeu, parce que ça fait partie en permanence de la politique étrangère israélienne. Créer une situation où les États-Unis auraient une présence permanente dans la région. Et si vous avez un président faible, comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis, qui accepte tout ce qu'on lui dit de faire, eh bien oui, ça peut marcher. Et en fait, ça a marché, parce qu'ils lui ont demandé d'intervenir en Iran. Et juste hier, ou avant-hier, Trump a dit « on n'aurait jamais dû être en Iran ». Ce qui veut dire que les Israéliens ont simplement imposé leur volonté, et qu'il a été assez faible pour dire oui. Oui, Nous ne sommes donc pas face à des gens qui ont une approche rationnelle. Netanyahou a besoin de la guerre à cause de sa situation judiciaire. Point final. Rien d'autre. La sécurité d'Israël n'est absolument pas en jeu tant qu'Israël garde ses frontières. Et quand je dis frontières, parce qu'Israël n'a officiellement pas de frontières, il faut aussi le dire. Israël n'a pas de frontières. Point. Il n'y a qu'une ligne de cessez-le-feu, la fameuse ligne verte de 1949. Et c'est tout. Si Israël restait à l'intérieur de ses frontières, de cette limite acceptée ou tolérée, ou de cette ligne de cessez-le-feu, la ligne verte de 1949, il ne se passerait rien. Il serait très content. Et est-ce que c'est là que les Palestiniens doivent vivre? Laissez les Palestiniens vivre leur vie. Laissez-les avoir leur propre État. Qu'on retire toutes ces personnes installées illégalement sur le territoire palestinien. C'est tout. Il suffit de respecter le droit international. Point final. Et cela garantirait la sécurité d'Israël pour des siècles. Mais si Israël a pour règle, ou pour doctrine, appelez ça comme vous voulez, de violer le droit international, parce qu'il se considère au-dessus de ce droit, comme l'a dit Bezalel Smotrich, si je ne me trompe pas, alors ils affirment que le droit international ne s'applique pas au peuple élu. c'est vous qui l'avez dit. Oui. Donc à partir de là, évidemment, la sécurité d'Israël n'est plus garantie. Il faut respecter les règles du jeu. Et je le répète, je l'ai déjà dit, je crois que c'était la semaine dernière ou quelque chose comme ça, en 1949, quand Israël a demandé à entrer aux Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies a exigé comme condition d'adhésion qu'Israël s'engage à respecter le droit international. Et Israël l'a fait pour pouvoir devenir membre de l'ONU. Aujourd'hui, on voit bien, avec toutes les résolutions adoptées depuis, qu'Israël n'a pas respecté cet engagement. Et certains d'ailleurs ont fait valoir qu'Israël pourrait être exclu des Nations Unies pour cette raison, puisqu'il avait pris cet engagement. La présence d'Israël à l'ONU est donc en réalité conditionnelle. Oui, conditionnelle, pas absolue. Merci. Merci beaucoup, colonel Jacques Baud, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité.